Bonjour à tous, un lieu, une histoire. Le 22 janvier 1963 a été signé à Paris ce qu'on appelle le traité de l'Élysée qui signait et qui scellait la réconciliation franco-allemande. À cette occasion, et pour parler d'Europe, nous sommes venus ici même à Sichazel, un petit village perché sur les collines au-dessus de la ville de Metz. Dans ce village typique des douceurs de la vallée de la Moselle, a vécu Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe. Je vous propose d'aller à la découverte de sa maison, là où il a vécu une grande partie de sa vie, et surtout de découvrir cet homme historique. Robert Schuman est mort en 1963, c'est-à-dire l'année même où fut signé ce traité de l'Élysée, avec la signature du général de Gaulle et du chancelier allemand Adenauer, un traité à l'origine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui tout à fait communément ce fameux couple franco-allemand. Un traité qui est le fait de deux très fortes personnalités, de Gaulle et Adenauer, comme nous le rappelle Marie Lebon. Ce jour, le 22 janvier 1963, il y a de Gaulle, l'homme du 18 juin. À ses côtés, Konrad Adenauer, l'anti-nazi, le chancelier de la Nouvelle-Allemagne. Dans les salons de l'Élysée, ils signent la réconciliation de leurs deux pays. Les deux hommes ont appris à se connaître. Septembre 1958, première rencontre au domicile du Français à Colombey-les-Deux-Églises. Puis, le 8 juillet 1962, ils assistent ensemble à une messe dans la cathédrale des Rois à Reims, où 5000 personnes les acclament. Enfin, en septembre 1962, Charles de Gaulle est reçu par son homologue allemand et devient le premier chef d'État français à se rendre en Rhénanie depuis Napoléon. Quelques mois plus tard, le traité fixe les objectifs d'une coopération bilatérale accrue, organisation de sommets militaires ou intergouvernementaux pour soutenir les échanges dans différents domaines, la défense, les relations internationales ou encore le commerce. Plus important sans doute, le traité rapproche les peuples, la jeunesse en particulier. L'apprentissage des langues, l'harmonisation des diplômes et le jumelage sont autant de pierres qui, aujourd'hui encore, sont la base de l'amitié franco-allemande. Cette réconciliation n'est pourtant pas seulement le fait de ces deux géants de l'histoire. En 1950, c'est-à-dire 5 ans seulement, on ne s'en rend pas compte, mais 5 ans seulement après la dernière guerre, Robert Schuman propose une idée extrêmement audacieuse, celle de mettre sous une gestion commune la production de l'Allemagne et de la France, du charbon et de l'acier. C'est cette idée qui est aujourd'hui toujours à la base de la construction européenne telle que nous la connaissons. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et bien la voilà derrière moi, la maison de Robert Schuman, une maison de vigneron, une maison dont nous découvrirons l'intimité dans quelques instants, une maison dotée depuis peu d'une annexe, d'une extension beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. On peut y méditer sur l'Europe bien sûr, on peut également y travailler. Bonjour Max. Bonjour monsieur. Vous êtes allemand, vous venez de Dresde et vous faites votre service civique ici même dans la maison de Robert Schuman. Nous sommes dans le bureau de Robert Schuman, là où il travaillait, là où il réfléchissait à l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement à ce bureau, son bureau, qu'est née l'idée de la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui? Tout à fait. Son bureau joue un rôle essentiel dans la construction européenne, on peut dire ça, parce que c'était ici qu'il a rédigé sa fameuse déclaration du 9 mai 1950. Alors il faut rappeler que Robert Schuman, ici dans cette maison, vivait seul. Il n'y avait guère que sa gouvernante qui l'assistait, ce qui lui laissait pas mal de loisirs. Parmi ceux-ci, la bibliophilie. C'était un passionné, un amoureux des livres. La preuve, ces bibliothèques derrière nous. C'est tout à fait correct. Robert Schuman aimait beaucoup les livres. À la fin de sa vie, il avait plus que 8000 livres en fait. Alors il était un vrai bibliophile. Et ici, on va à la partie politique de sa collection. Donc, qui traite des relations entre la France et l'Allemagne, de l'histoire de l'Allemagne, de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Europe. En fait, il était un homme multilingue aussi. Il parlait français, allemand,
anglais, italien, luxembourgeois, grec et latin. Voilà. Et dans toutes ces langues, on trouve des livres dans sa collection. Alors, c'était un homme exceptionnel. Autre passion de Robert Schumann, on le sait moins, c'est la musique. La preuve, ce piano qui est son piano, où il jouait très régulièrement, c'était pour lui une véritable passion, cette musique. C'est un piano dans son bureau, alors c'est pas normal ou c'est pas typique pour un bureau, mais pour Robert Schumann, c'était très important. C'était sa mère qui l'a appris de jouer le piano. Un piano qu'il travaillait régulièrement, la preuve, ces partitions qui sont les siennes, des partitions qu'il a travaillées ici même, une partition de Mozart, là encore, on retrouve l'esprit européen de Robert Schumann. Merci beaucoup Max. Alors ici, nous sommes au premier étage de la maison de Robert Schumann. En dessous de ce bureau, il y a une autre pièce, c'est la salle à manger, et c'est là que nous attend l'historien François Roth. Bonjour François Roth. Bonjour monsieur. Vous êtes universitaire, vous êtes l'auteur d'une biographie très remarquée de Robert Schumann. C'est intéressant de revenir sur l'origine de ce personnage, une origine qui explique bien des choses ensuite dans son parcours politique. Il est né à Luxembourg et les premières années de sa vie ont été extrêmement tumultueuses. Oui, il est né dans le Grand-Duché de Luxembourg et c'est là qu'il grandit, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc le fils a la nationalité du père, il est donc allemand, ce qui lui permet de faire des études dans les universités allemandes. Pendant plusieurs mois, au début de la Grande Guerre, il a porté l'uniforme allemand. 1918, Metz et la Lorraine du Nord redeviennent français et du coup, Robert Schumann redevient lui aussi français. Voilà, il a 32 ans. Quand il redevient français, il est réintégré de plein droit dans la nationalité française. Et en 1919, il est placé sur une liste d'Union Lorraine. Il est élu sans problème député de la Moselle. Et il siège au centre droit. Il est un parlementaire très actif, notamment à la commission d'Alsace-Lorraine. Et en 1940, c'est une charge plus qu'un honneur, il devient sous-secrétaire d'État aux réfugiés. Après avoir quitté le gouvernement Pétain, il est plus ministre, plus secrétaire d'État. Les Allemands essaient de l'approcher pour obtenir qu'il collabore avec eux. Et lors d'une rencontre avec un directeur de police, eh bien, Schumann refuse toute collaboration. Il est arrêté sur les lieux et interné à la prison de Metz pendant plusieurs mois. Il est au secret. Et après, il s'évade. Et donc, Schumann va plonger dans la clandestinité. Après-guerre, il redevient député et très vite, il entame une très longue carrière ministérielle. Il est réélu député de la Moselle avec beaucoup de voix, sa liste a 4 élus, en octobre 1945, et c'est le début de la seconde partie de sa carrière politique qui va le conduire aux fonctions ministérielles. Ministre des Finances dans plusieurs cabinets successifs, président du Conseil, 47-48 pendant 8 mois, et enfin, quelques semaines après avoir été président du Conseil, il devient ministre des Affaires étrangères, et c'est dans ce contexte-là qu'il va engager, pas tout de suite, la réconciliation franco-allemande. Et il a pensé 2 choses. Bien sûr, il faut engager des relations bilatérales avec cette Allemagne et essayer d'apurer le passé. Mais cela n'est pas suffisant. Comment faire en sorte que l'Allemagne renonce à ses vieux démons, à ses anciens démons ? Eh bien, le seul moyen, c'est non seulement de causer avec elle, mais de l'installer dans un ensemble plus vaste qui serait une construction européenne. Et il est clair que la base de la réconciliation franco-allemande peut se faire évidemment par l'oubli d'un certain nombre de griefs entre les 2 États et entre les Allemands et les Français, mais ça passe nécessairement par la construction européenne. La construction européenne, elle est lente, elle sera à petits pas, elle sera peut-être difficile, mais il faut qu'elle se fasse sur des problèmes concrets, et c'est par des problèmes concrets que petit à petit, on arrivera à une attente. François Roth, merci beaucoup. Bonjour Philippe Leroy. Vous êtes sénateur de la Moselle, vous avez été président du Conseil général de ce même département. Quel est aujourd'hui l'héritage européen de Robert Schumann ? Je pense qu'on lui doit énormément. On doit l'Europe à ses pairs, mais en France, et ici, dans cette région de l'Est, on pense qu'il y a 3 hommes
l'origine de cette pensée moderne européenne. Il y a d'abord Robert Schuman et Konrad Adenauer, qui ne se connaissaient pas, mais qui, dans les années 48-50, font connaissance et, dans la complicité, lancent la communauté européenne charbon-acier, c'est-à-dire lancent la réconciliation franco-allemande. C'était le début, il fallait un courage, il fallait le gonfler. Et ça, c'est l'œuvre, Schuman l'a fait avec la déclaration du Salon de l'Horloge en 1950, il a eu le courage de le faire, et c'est donc un des fondateurs en France de l'idée de réconciliation. Et ce sera 13 ans après, au moment où Schuman va mourir, c'est De Gaulle et Adenauer De Gaulle qui reprend le flambeau et qui rend d'ailleurs hommage à Robert Schuman. En 61, De Gaulle dit ici à Metz à Robert Schuman, c'est vous qui avez commencé et c'est moi qui finirai. C'est en gros ce qui s'est dit. Philippe Leroy, Robert Schuman est inhumé à quelques pas d'ici, dans une très belle chapelle fortifiée, la chapelle de Saint-Quentin. Je vous propose qu'on s'y rende tous les deux tout de suite. Alors nous y voici, Philippe Leroy, dans cette merveilleuse chapelle où est inhumé Robert Schuman. Il règne d'ailleurs une sorte d'esprit de paix, un petit peu cette paix que voulait Schuman pour l'Europe. De nombreuses personnalités européennes viennent ici régulièrement. Oui, à l'occasion des rencontres, tous les ans, on a de nombreuses rencontres. Et on a l'occasion d'accueillir des Européens convaincus dans la réflexion. Valéry Giscard d'Estaing est venu ici à l'occasion des travaux sur la future constitution européenne, Jacques Delors, les Luxembourgeois, Jacques Santer, enfin, les grands Européens viennent ici fréquemment. Alors il y a un autre aspect du personnage qu'on n'a pas encore évoqué, Philippe Leroy, c'est la dimension spirituelle de Robert Schuman, chrétien fervent à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, certains voudraient le voir saint, c'est-à-dire qu'un procès en béatification a lieu en ce moment même à Rome. Je pense que c'est un procès qui mérite d'être gagné. C'est un politique français, dont le miracle essentiel, c'est d'avoir permis cette réconciliation franco-allemande. Et je souhaite que une ferveur populaire puisse s'exprimer pour faciliter cette béatification. Eh bien, nous en reparlerons. Alors, pour devenir saint, encore faut-il faire des miracles. Mais l'Europe n'est-elle pas un miracle en soi? En tout cas, certains le pensent. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.